Messieurs, dames, nous sommes vendredi, il est 20h46. Nous allons parler d'Obi-Wan Kenobi, épisode 3. Alors, honnêtement, malheureusement, il a fallu que je re-regarde de nombreux passages aujourd'hui, parce que j'avais oublié la moitié de ce qui se passait. Et en fait, plus le temps passe, plus je commence à me dire, c'est pas ouf. Enfin, vraiment, genre, on va en parler aujourd'hui parce que je pense que l'épisode 3, il est révélateur. Et alors, je suis toujours un petit peu le cul entre deux chaises en mode, si la suite, elle est exceptionnelle, on lui pardonnera. Mais d'un autre côté, on est déjà à la mi-saison et jusque maintenant, il y a une question que je pose en général à tout le monde. Alors, justement, dans Maxime, tu vas voir que je suis assez nuancé parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes quand même, évidemment. Mais après ce troisième épisode, je suis en train de me dire, Obi-Wan Kenobi est une série sympa. Est-ce que c'est vraiment tout ce qu'on attend d'une série qui s'appelle Obi-Wan Kenobi? Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. D'ailleurs, je vais vous laisser là-dessus. Bonne soirée, merci à tous. Non, voilà, c'est vraiment... Enfin, je suis ressorti un petit peu avec cette idée dans l'épisode 3. Alors, on va voir, au niveau notamment du scénario, des choix narratifs et puis de quelques idées assez intrigantes. Je trouve que c'est plutôt intéressant, Kenobi, ce qu'on nous offre, et c'est plutôt pertinent. Vous allez voir que, avec les rumeurs, comme dit Aya, que j'ai vu tout à l'heure, les rumeurs de peut-être saison 2 d'Obi-Wan, pour continuer certains axes narratifs présentés dans la première, il y aura peut-être un petit peu plus à montrer par la suite. On n'a pas encore beaucoup d'infos là-dessus, c'est qu'au stade de rumeurs. Mais à l'heure actuelle, moi, quand je regarde Kenobi, je vois une série sympa. Notamment vis-à-vis, comme je le disais, du scénario et autres. Par contre, en termes de réalisation, de mise en scène, d'ambiance musicale, de décor et d'environnement, je trouve que c'est faible. Je trouve que c'est vraiment faible. Et c'est là que j'ai envie de poser une première question d'emblée, parce que je pense que c'est le plus intéressant. Est-ce qu'une série Obi-Wan Kenobi, on en attend que quelque chose de sympa ? Parce que là, honnêtement, je vais pas partir simplement du principe des attentes. C'est vrai que les attentes des spectateurs, les attentes des gens, globalement, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, on attend, on se fait des monts et merveilles de tout un tas de trucs, et on n'a pas forcément ce qu'on attend derrière, parce qu'on... la plupart du temps, les fans se font des fanfictions ou des théories plus intéressantes que ce qui nous est donné. Là, je trouve que c'est pas forcément l'idéologie principale. C'est-à-dire que là, pour le coup, je trouve que c'est une faute actuellement. J'espère qu'ils me feront mentir. Honnêtement, là pour l'instant, je le dis. Si à la fin de la saison, les 3 derniers sont stratosphériques, on le dira. Mais pour l'instant, je me dis, on est sur une série Kenobi qui est censé parler aux plus anciens, mais aussi à tous les fans, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, des fans de la prélogie, tous les enfants de la prélogie comme moi, etc., ou comme vous probablement, qui avez grandi avec ça. On ramène Ewan McGregor, on ramène Joel Edgerton, on ramène Hayden Christensen, c'est le face-à-face tant attendu entre Vador et Kenobi, on y reviendra, mais moi j'ai trouvé ça globalement moyen. Honnêtement, le face-à-face entre Kenobi et Vador, moi je suis pas convaincu, je suis convaincu de la scène finale avec les flammes, le reste, pour moi... c'est pas aidé par la réal notamment, mais c'est clairement pas dingue. Et ça, on va y revenir justement par rapport à Deborah Shaw, puisque je pense que c'est intéressant aussi de savoir d'où vient la réalisatrice. Et voilà, c'est vraiment l'idéologie que je me dis, pas par rapport justement, comme dit Legend is Blue, pas par rapport à nos attentes, pas par rapport à ce que nous on pouvait imaginer, mais là vraiment par rapport à ce qui est censé être l'entité et l'importance de la série. Je pense qu'il y a vraiment deux choses différentes entre des attentes, par exemple comme la série Boba Fett, où globalement tu sens que c'est un semi-spin-off de Mandalorian, c'est sympa, il n'y a pas beaucoup de budget, c'est Rodriguez qui est derrière, il y a des épisodes qui sont vraiment pas terribles, il y en a d'autres qui sont très bons, malheureusement c'est le Mandalorian, on pourrait y revenir pendant 1000 ans. Mais il y avait moins d'impact sur une série sur Boba Fett. La série Mandalorian, globalement, je trouve que c'était la première série live-action, donc techniquement, il devait pas se planter. Mais si jamais il se plantait, on aurait pu se dire, bon, c'est la première, c'est un galop d'essai, on va voir. Ce qui se trouve que Mandalorian, c'était très bien, en particulier dans la saison 2. S'il y a bien une série où l'importance, mais vraiment l'importance du personnage, de l'histoire, de l'environnement dans lequel il se situe, de l'époque dans laquelle il se situe, était une série où il ne fallait absolument pas se planter sur tous les points, et c'est pas une question d'attente, je pense que c'est simplement une question de respect vis-à-vis de l'univers, et une question, tout simplement d'éthique, parce que là on parle quand même de Star Wars, et de ce qu'a fait Star Wars de meilleur, c'est-à-dire la revanche des Sith et la suite, et puis toute la tragédie autour d'Obi-Wan, et c'était cette série Kenobi. Et honnêtement, moi, cette série-là, on est peut-être intransigeant.
il faut savoir que, globalement, l'épisode est mitigé. J'ai vu Absolute qui en parlait, il était mitigé. Pour la plupart des gens, c'est mitigé. Je vois dans les commentaires là que c'est assez, voilà, mi-figue, mi-raisin. Aux États-Unis, pourtant, ils sont beaucoup plus sympathiques. C'est pareil. Il n'y a pas des notes extraordinaires hein, vis-à-vis de Kenobi jusque maintenant. C'était pour moi une série qui ne devait pas se planter. C'était une série qui devait être de haut vol, de très 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 haut standing, quasiment cinématographique, parce qu'à un moment donné, bah, tu pouvais pas te permettre d'être le Mandalorian, c'est-à-dire un personnage qu'on connaît pas. Si ça prend, tant mieux. Si ça prend pas, on tentera autre chose. Là, t'es directement dans le vif du sujet, dans ce que ça devait proposer de meilleur. Et malheureusement, je trouve qu'actuellement, c'est une série sympa, mais qui pouvait offrir tellement plus, et alors là on va y revenir, qui méritait tellement plus. Parce que finalement le scénario et tout l'arc narratif, je trouve que c'est mou. J'ai trouvé cet épisode 3 particulièrement mou, notamment vis-à-vis de l'avancée de l'histoire. On arrive sur une nouvelle planète, voilà, on discute un petit peu entre Obi-Wan et Leia, on navigue dans cet environnement un petit peu à la Red Dead Redemption 2, et puis voilà, il y a le face-à-face tant attendu, Leia se fait kidnapper, bon ok très bien, mais je trouve que ça avance pas énormément. Maintenant le scénario autour de Leia, moi je l'ai dit la semaine dernière, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir pris le spectateur à contre-pied, c'est-à-dire avec Leia et pas avec Luke. Donc je vais pas revenir là-dessus. Maintenant, là où pour moi la série méritait largement mieux, et c'est le premier point que je vais signaler, c'est en termes de budget, de décor et de réalisation. Je trouve que c'est quand même très faible. Deborah Shaw, moi j'étais plutôt content qu'elle arrive dans le projet. Pas par rapport à ce qu'elle a fait auparavant, et vous allez voir pourquoi, mais surtout parce que Deborah Shaw, c'est elle qui avait la main mise sur l'âme et l'identité que seraient les 6 épisodes. Elle réalise les 6 au complet, et vous savez que moi, la plupart du temps, je vais prendre honnêtement un exemple qui est hyper intéressant, vous allez voir. Moi, je suis un enfant de Mr. Robot. Mr. Robot, c'est réalisé à 99% par Sam Esmail, à 3 ou 4 épisodes près, et on voit qu'il y a une identité dans la réalisation. C'est-à-dire que c'est toujours lui. Alors, il s'amuse, il part un peu à droite à gauche, il fait tout un tas de trucs hyper intéressants, et c'est un... Pour moi, Mr. Robot, c'est un temple de la créativité. Hein. Je veux dire, clairement, tu regardes ça, tu te dis, bah, le mec, il est allé un peu partout, c'est super. Mais au moins, il a la main mise sur tout. Là, c'était un petit peu la même idéologie. C'est-à-dire, au moins, tu as la main mise sur l'ensemble de Kenobi. C'est toi qui vas réaliser l'ensemble. Donc, tu vas peut-être pouvoir donner ta patte. Mais ta patte Deborah Shaw, c'est quoi? Actuellement, la patte Deborah Shaw, c'est quelques épisodes de Beauty and the Beast. C'est Fear the Walking Dead. Alors, il faudrait voir si c'est les épisodes parmi saison 1 à 3 ou si c'est après. Si c'est après, c'est dur. Si c'est avant, ça va encore. Et puis, c'est justement 1 ou 2 épisodes de Mr. Robot, les épisodes de saison 1 que n'avait pas fait Sam Esmail, puisque je crois qu'à partir de la deuxième, globalement, on est que sur du Sam Esmail à 100%. C'est lui qui a tout réalisé. Et elle a fait aussi un petit peu de Mandalorian. Et alors, ce qui est intéressant avec Deborah Shaw, c'est que Mandalorian, elle a fait 2 épisodes, j'en ai parlé récemment sur Twitch. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans ces épisodes-là. C'est... l'épisode peut-être 6 ou 7 de la saison 1 et le 3 ou le 4. Voilà, elle est parvenue dans la saison 2. Elle a fait 2 épisodes de la saison 1. Je trouve que la saison 1 est globalement un peu moins bonne que la deuxième, voire clairement, parce que la saison 2 de Mandalorian, actuellement, si Kenobi reste comme ça reste ce qu'on a fait de meilleur. Ne manquerait-elle pas un petit peu peut-être pas de talent, j'ai pas envie de dire ça, parce que moi je me permettrai pas, mais... Est-ce qu'elle manque peut-être pas un petit peu de bagou? Je veux dire, à un moment donné, est-ce qu'on n'aurait peut-être pas mérité un réalisateur plus chevronné pour quelque chose comme ça? Je vous pose la question, hein. Mais voilà, est-ce qu'on méritait peut-être pas un réalisateur ou une réalisatrice, peut-être pourquoi pas Bryce Dallas Howard, qui aurait pris, à un moment donné, l'intégralité de la série? Voilà, je veux dire, je pense qu'elle n'est pas particulièrement bridée en termes de réal, peut-être un peu plus au niveau du budget, ça on y reviendra, mais... je pense qu'on méritait peut-être une réalisation largement au-dessus de ça, parce que c'est quand même relativement rare pour être souligné dans du Star Wars, qu'on se dise le scénario est cool, mais alors la réal, le budget, les effets spéciaux sont éclatés. D'habitude, c'est plutôt l'inverse. Hein. Je veux dire, globalement, je vais prendre le cas de Game of Thrones, par exemple, sur la saison 8. Game of Thrones, tout le monde était d'accord pour dire que visuellement, c'était extraordinaire. Peut-être pas l'épisode 3, parce que c'était quand même beaucoup nocturne. Hein. Genre, vous voyez pas grand-chose, mais au moins, pour l'épisode de Port-Réal, Game of Thrones, c'était phénoménal, visuellement. Putain, par contre, qu'est-ce que c'était con à l'écrit, je te jure, mon frérot. C'était vraiment débile, hein, en termes de scénario. Et là, c'est l'inverse. Il y a des idées de scénario qui sont intéressantes. Il y a quelques incohérences par moment, notamment une, on va y revenir pour voir si c'est grave ou pas. On y reviendra, évidemment, le retour Vador Kenobi. Mais là, c'est... Le budget, voilà, peut-être que Maxime a raison. Là, le budget, on est en droit de se demander si il n'est pas allé full dans les poches des acteurs.
Parce que Dieu sait que Joel Edgerton, vu l'aura qu'il a aujourd'hui, je peux vous garantir que Joel Edgerton doit pas coûter si peu. Alors, il est que dans 1 ou 2 épisodes, je me souviens plus, mais clairement, voilà. Par contre, honnêtement, on va être honnête aussi 30 secondes, tu t'appelles Disney+. Je veux dire, à un moment donné, c'est comme si, je sais pas moi, mais c'est comme si le prince de Monaco râlait pour aller financer l'église de Chimou, ou alors, je sais pas moi, retaper la salle des fêtes de Melun. T'es pas censé avoir du budget chez Disney+. Enfin, je veux dire, à un moment donné, les gars, c'est à l'ordre du jour. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Moi, la première chose que j'ai envie de dire, je ne comprends pas comment Disney+ ne peut pas mettre plus de budget dans Kenobi. Parce que là, ça se ressent au niveau des décors, au niveau des costumes, au niveau des maquillages, j'en ai parlé la semaine dernière, au niveau des fonds verts, j'ai eu Aurel Sveg au téléphone qui me disait, putain, le fond vert, quand ils sont dans le camion là, et qu'ils circulent, il est flagrant. Alors moi, pour le coup, je l'avais pas particulièrement vu, mais quand même, ça montre un ordre d'idée de se dire, putain, bon, je suis pas au courant de tout, parce que je vois Maxime qui dit, Disney+, ils sont endettés. J'ai du mal à imaginer que Disney soit endetté, très sincèrement. Après, il faudrait m'en dire plus. Peut-être qu'effectivement, s'ils n'ont pas beaucoup d'argent à mettre dans leur série, on peut se poser la question, est-ce que c'était vraiment le bon moment pour faire Kenobi, qu'on attend tous? Mais alors, autant je veux bien que sur Boba Fett, ce soit assez minimaliste, Tatooine, et puis que tu t'ailles pas mettre l'intégralité du budget dans un semi-spin-off. Par contre, attends, s'il te plaît, enfin, je veux dire, là, c'est une vanne. Ah, ok, bon, dans ce cas-là, c'est inadmissible. Parce que tu te dis, Disney+, Disney en règle générale. Et là, il y a forcément, oui, un manque de budget, ou il y a un manque d'ambition, peut-être, visuelle, qui est hallucinant. Je vais revenir sur le don, puis je continuerai après, mais je trouve que c'est quand même terrible. Merci Juju pour le don, comment vas-tu? Ça fait plaisir. C'est assez étrange, depuis Mandalorian, les séries Star Wars, en termes d'ambition, on les réduite. C'est vrai. C'est bizarre, c'est vrai. C'est... Et vous savez quoi, ce qui est encore plus étonnant, c'est que je pense que la saison 3 de Mandalorian sera grandiose tout pareil, peut-être qu'ils misent absolument que là-dessus, parce qu'ils savent que c'est leur produit numéro 1 et qu'à un moment donné, il faut y aller, et qu'il y a certaines séries voilà, qui sont passées un petit peu, pas au travers, mais où j'ai l'impression peut-être que Disney se dit, les gens vont se satisfaire du nécessaire. Je pense pas que ce soit forcément des choix de séries, je pense qu'en fait, ils se disent, je pense qu'ils nous prennent vraiment pour des vaches à lait, ou ils nous prennent pour des gros fanzouz qu'on est, hein, parce que faut quand même le dire, hein, je veux dire, je suis un enfant de la prélogie, tu me mets Ewan McGregor, je pense que les mecs se sont dit, on a Ewan McGregor, on a Hayden Christensen, le plus dur est fait, le plus important est plié. Et je suis pas forcément hyper satisfait de ça. Et merci pour le resub du membre, 13e mois niveau 2, le carré VIP. Bien joué, merci beaucoup. Disney Plus prend ses abonnés pour des pigeons. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Je me pose beaucoup de questions, moi, sur le fondement de cette série. Est-ce qu'ils avaient tant de choses à nous raconter? Il y a du potentiel, il y a des choses qui sont intéressantes, avec notamment Leia, mais plus le temps est passé, plus je me suis dit... Je suis content d'avoir revu Hayden Christensen. Je suis content de revoir Vador. Effectivement, il y a une scène que je trouve immense. Voilà, il faut le dire aussi. Il y a une scène, la scène finale où Dark Vador le met dans les flammes et où dit maintenant ça va être à ton tour de souffrir. Je trouve que c'est tellement bien vu. C'est tellement original, c'est tellement bien vu et c'est tellement puissant émotionnellement que ces scènes-là sont pas mal. Mais l'exemple même, pour moi, d'une réalisation qui est bâclée, parce que là on est en train de parler de la réal et justement des effets pratiques, des décors et tout, c'est la course-poursuite entre Vador et Obi-Wan. Obi-Wan qui a l'air d'un ermite. Alors ok, scénaristiquement c'est prévu pour, et il est effrayé. Je pense que depuis, il l'a senti, il sent à travers la force qu'il y a Anakin. Qu'il soit effrayé, c'est un problème. Mais il y a l'art et la manière de le filmer. Là, j'ai l'impression en fait de voir un mec qui gambade de dune en dune, là, et puis qui court et qui trottine. Et t'aurais mis une musique un petit peu rigolote derrière, ça faisait pas peur du tout. Le combat, il y a une grande différence entre un combat qui est profondément violent et dur, un peu comme Star Wars 9, où pour le coup c'était une des rares qualités que j'avais trouvé, c'était le combat entre Kylo Ren et Rey face à l'océan, où c'est un combat qui est pas beau en termes de chorégraphie, mais c'est brutal, parce qu'en fait, les mecs ils veulent se buter, tu sens que là c'est pas chorégraphié, c'est vraiment de l'action violente, et c'était le propos et c'était le but, ça manquait juste de musique. Derrière, là sur Kenobi il a pas touché un sable depuis 120 ans, évidemment que le mec il va se faire démembrer et que c'est pas propre, mais la grande différence c'est que là je suis pas en train de dire que la mise en scène de la chorégraphie est mauvaise,
C'est la réalisation qui est mauvaise. La réalisation, la photographie, c'est extrêmement sombre, on voit pas grand-chose. On sent qu'ils veulent jouer sur la couleur, notamment des sabres, etc., pour donner un petit côté assez élégant. Pour moi, ça ne marche pas, et je trouve ça très cheapos. On l'a dit à de nombreuses reprises, ça fait fanfiction. Il y a des fanfictions meilleures que ça. Bah, je trouve que sur toute la première partie de la dynamique entre... alors, globalement, c'est pas que je suis pas d'accord avec Ivan. Et comment vas-tu, Ivan? Ça fait plaisir de te voir. Mais d'un autre côté, je lui donne pas tort non plus, quoi. Je lui donne pas raison. Moi, j'irai pas jusqu'à dire que c'est de la merde, rien que pour le final. Mais le début est pas bon. C'est vrai que le début n'est pas bien réalisé. On sent qu'il n'y a pas de montage recherché, étudié, travaillé. Alors voilà pourquoi je suis pas aussi... Non, Ivan, je pense que là, tu vas faire une vidéo sur le Mandalorian. Tu ne peux pas dire que le Mandalorian est passable. La saison 2 du Mandalorian est exceptionnelle. Objectivement parlant, dans du Star Wars, Mandalorian a sauvé Star Wars. Je suis d'accord avec toi sur Boba Fett, c'était moyen plus. Et encore, c'est parce que j'aime bien Boba Fett, hein, mais c'est moyen, voire très moyen plus, avec 2 épisodes excellents, c'est pas ce qu'ils foutent là. Ils sont pas de Boba Fett, c'est terrible. Là, Kenobi, je trouve que ça commence de moyenne, de manière sympathique. Mais putain, on s'attend à tellement plus. Et puis, y a Mando qui est quand même stellaire et il y a Rogue One. Je pense que Rogue One, Ivan, Rogue One, faut être difficile pour trouver que c'est très bien écrit, c'est très émotionnel. Le gigantisme de Gareth Edwards est absolument fabuleux. Et alors là, justement, on pourrait en parler. Vous imaginez Kenobi si le réalisateur c'était Gareth Edwards ? On va pas refaire des SI, parce que ça sert à rien. Mais à un moment donné, on voit bien que la Deborah Shaw, en 3 épisodes, elle a pas de patte, elle a pas une maestria, elle a pas quelque chose, en fait, qui nous donne envie d'aller plus loin en termes de réal. Elle a fait l'illusion sur un plan séquence dans le Temple Jedi au début, depuis, c'est classique. C'est très classique. Et moi, je me dis, ça me casse les couilles que des mecs genre Gareth Edwards, font peu de films, mais ils en font des très bons, donc d'un autre côté, tant mieux. Un mec comme Gareth Edwards qui aurait repris Kenobi, là, on commence à discuter. Il n'est pas très apprécié, mais Neil Blomkamp, qui a une carrière, lui, qui est quand même assez compliquée, un mec comme Neil Blomkamp, tu lui donnes les clés de Kenobi, je suis sûr qu'il peut faire quelque chose. Ah, Robert Rodriguez, il a déjà eu du mal à faire du west... Enfin... Robert Rodriguez, c'est compliqué quand même ce qu'il a fait sur Boba Fett, on va pas se mentir. Hein. Si à un moment donné, les moins bons épisodes étaient de lui, je sais pas s'il a été bridé ou autre ou quoi. Moi, j'adore Robert Rodriguez pourtant, mais non, je suis pas... je déconne. Bon, arrêtez de tous rigoler parce que je prends tout au sérieux. Le mec full vénère, je prends tout au sérieux ce soir. Non, mais je suis particulièrement étonné, moi, de la direction artistique. Voilà, faut le dire. Et je suis particulièrement étonné aussi de certaines scènes. Alors, il y en a une. Je pense qu'il va falloir qu'on m'explique, mais... Ça n'a choqué personne que, au moment où Obi-Wan et Leia sont à la station de péage de l'Empire, Obi-Wan se casse le cul à tuer tout le monde. Bon, ça, c'est normal. Mais ensuite, à péter la barrière pour finalement y aller à pied... Alors que gros, t'avais juste à faire le tour. Non, mais... Enfin, je veux dire, mais ça... Quand tu regardes, comment tu veux ne pas te marrer? Enfin, tu regardes cette scène-là, et tu te dis... Tu te casses les couilles à faire ça, alors que tu prends même pas ta bagnole. Déjà que tu serais déjà allé plus vite avec, en plus. Hein. Mais bon, bah pourquoi pas? T'as pas envie de te refaire remarquer, d'accord? Mais en quoi cette scène est utile? Je veux dire, on est dans Star Wars, on est dans Kenobi, comment? Au niveau du montage. Au niveau du montage et au niveau du truc, déjà dans l'univers de Star Wars, je trouve ça tellement con, en fait, un péage comme ça, au milieu de rien, où globalement, t'as juste à descendre et à contourner pour passer. En fait, c'est des directions artistiques, des directions de montage et des choix d'études de scène que je ne comprends pas. Et après, à contrario, tu te dis... On a la scène de Vador. Alors là, Ivan, je sais pas si t'es encore là, parce que d'habitude, t'es assez furtif, mais je sais pas ce que t'en as pensé. Objectivement parlant, derrière, on arrive sur la scène entre Obi-Wan et Vador, où Vador le met dans les flammes. Là, c'est lourd, quoi. Là, tu te dis, waouh. Franchement, tu te dis, waouh. T'es là, tu fais, ok. Ok, ça, c'est cool. Parce que putain, on ressent, en fait, la dramaturgie de ce qui se passe entre les deux. On sent la haine de Vador. Beaucoup de gens qui ont râlé en disant « Ah, Vador, il se barre, alors que putain, c'est sa quête ultime. » Ben ouais, parce qu'en fait, Obi-Wan, il a pas assez souffert. Donc Vador, il le regarde, il fait
frérot, t'inquiète pas, peu importe où tu vas, je te retrouverai. Parce que je vais te faire souffrir encore plus. Ça, c'était un putain de préambule. Et c'est ça qui est génial. Moi, je trouve que, putain, cette scène-là, juste la fin est folle. Le reste est bidon. Le début est bidon. Vador pouvait faire le tour du feu. Ouais, mais après, à un moment donné, je pense qu'il y a tout un point de vue en termes de cohérence et de narration. Et il y a aussi la psychologie. Il arrive à fuir. Mais oui, mais parce que Vador le laisse faire. C'est justement là. Alors là, c'est mon interprétation de la série pour contrecarrer ce que disent un peu Ivan et Drop One. Là, c'est une question d'interprétation, donc vous avez peut-être sûrement raison dans la vôtre. Moi, je me dis juste qu'à un moment donné, Vador le laisse se barrer. Vador, il voit qu'Obi-Wan s'en va, il a pas envie de le récupérer. Il se dit juste, écoute, je t'ai fait souffrir, c'est rien à côté de ce que je vais faire par la suite. Voilà, comme dit Hugo, je joue avec toi là. Il a de l'ego, c'est Anakin encore, il a que 10 ans d'études. C'est Anakin, il retrouve Obi-Wan pour la première fois, et là il se dit, mec, à aucun moment tu ne pourras m'échapper. C'est fait exprès, et c'est vachement bien vu, je trouve. Il y a d'autres choses qui sont bien vues, notamment dans la politique actuelle, je pense au personnage, c'est Shirk, je sais plus. L'espèce de ferrailleur, enfin de fermier qui récupère Obi-Wan et Leia, qui travaille pour l'Empire. Bah, je trouve que justement, en plus, dans notre société actuelle, c'est génial. Alors c'est très con, hein, mais en termes d'interprétation, ce personnage-là, c'est un mec lambda qui en a marre, en fait, de voir le monde partir en couille, qui pense que le monde doit obéir à des ordres et que c'est pas plus mal, et qui est prêt à lécher le cul de n'importe quelle autre instance et qui est prêt à s'agenouiller devant n'importe quelle direction sous prétexte qu'il pense que la direction, donc l'Empire, en a quelque chose à faire de lui, alors qu'ils en ont rien à foutre, et il devient un pion du système. Ça vous rappelle rien On est en 2022 ? J'irai pas jusqu'à dire qu'il y a une ressemblance étonnante avec le système politique actuel, mais forcé de constater que, à un moment donné, c'est quand même vachement rigolo de voir que tu te dis ouais. Et moi, je trouve que c'est bien vu. Je trouve que c'est bien vu parce qu'à un moment donné, tu te dis c'est des gens qui croient en une institution. Qui croient en une autorité supérieure et qui croient en quelque chose qui est censé ramener l'ordre. Ça fait totalement écho à Palpatine et ça fait totalement écho à ce qu'il disait afin de garder l'ordre, la sécurité, etc. etc. Et tu te dis, tu crois en ces choses-là, t'es convaincu de ces choses-là. Ah, moi, j'ai pas cité de parti politique. Je vois beaucoup de gens qui citent le FN, ceci, cela. Moi, j'ai pas cité de parti politique. Je me permettrai pas, on n'est pas là pour ça. Mais d'un autre côté... et ça date pas d'aujourd'hui, et c'est le cas depuis longtemps maintenant dans l'histoire, ça nous l'a montré. On n'est pas sur des premiers politiciens qui font croire au peuple qui s'intéresse à eux et qui font ça pour leur bien, alors qu'ils en ont rien à foutre. Voilà, je pense qu'à un moment donné, ça date pas d'aujourd'hui, ça date pas du FN, et l'histoire a montré que maintenant, il y a autre chose. Je parle pas forcément... Moi, je ne dirais rien de plus. Ça peut être une multitude. Dans l'histoire de la politique et dans l'histoire de n'importe quel pays, la France et d'autres aussi, les États-Unis, etc., l'histoire a montré que c'est pas pour rien comment dire, aujourd'hui... Même à l'époque des années 70, on avait justement George Lucas qui avait fait cet empire aussi par rapport au système 39-45, la montée du nazisme et beaucoup d'autres choses aussi. C'était déjà très politisé, sans vraiment l'être, mais on voyait très bien de toute façon d'où ça venait. Il y a plein de références différentes, il y a plein de choses évidemment à accorder, mais il n'empêche que il y avait déjà ça à l'identité de George Lucas. Je trouve que le fait de le reprendre aujourd'hui, en plus des idées intéressantes qui sont comme ça, disséminées un peu à droite à gauche, avec des Stormtroopers, qui sont simplement en fait des gens lambda. On les a rarement vus aussi lambda, c'est-à-dire c'est des gens qui sont emmenés d'un point A au point B parce que, ben voilà, pour maintenir l'ordre, ils sont des gardiens de péage, des gardiens de choses comme ça, etc. Et c'est des mecs qui font attention à qui est capable de manœuvrer, de naviguer, avec des gens qui doivent retrouver. C'est le quotidien en fait de l'Empire et le quotidien des gens qui croient en l'Empire. Et je trouve ça bien qu'il l'ait montré. Et je trouve que ce personnage-là est intéressant parce que ça, on l'avait quasiment jamais vu
Voilà, moi j'aime bien cette idée parce que ça on l'avait jamais manœuvré dans ce sens-là, de se dire ah bah on connaît la rébellion, les mecs qui disent que l'empire c'est des tortionnaires, des trucs, des machins, et à un moment donné de se dire écoute c'est pas tout noir, il y a aussi des gens qui croient en l'empire. Il y a aussi des textes, des dialogues où certaines personnes disent, notamment de Bail Organa, eh ben écoute, lui au moins au Sénat, il essaie de faire bouger les choses, il essaie de faire des choses propres, il essaie de faire des belles choses. C'est compliqué avec l'Empire, mais il y a encore des gens au Sénat qui essaient de faire des choses intéressantes. C'est des idées, et c'est ça qui est dramatique. Kenobi a des idées. C'est une série qui a des idées, et qui a des choses à droite à gauche qui sont intéressantes. Je crois, alors je suis pas sûr qu'il y ait une référence à Quinlan Vos, mais je suis pas sûr du nom. Je sais qu'il est hyper connu dans l'univers des comics. Je crois qu'à un moment donné, Obi-Wan dit Quinlan est venu ici. Mais alors, je sais plus si c'est Quinlan ou si c'en est un autre. Redites-moi. Je vais regarder le don pendant ce temps-là, mais il me semble que c'est... Il me semble avoir entendu Quinlan est passé là. Quinlan Vos, qui était, je crois, le formateur d'Ayla Secura avec qui il a une relation. Un mec, t'as l'impression de voir Rahan. Il est blindé de charisme et il est hyper intéressant. Et merci mon Sisama pour le don. Ce qui me rend fou, c'est la voix de Dark Vador, c'est pas Hayden. Alors on va y revenir à ça, parce que c'est intéressant justement. Déçu pour l'instant, perso, c'est dur de dépasser Mando, qui je pense va être une légende de Star Wars. Surtout que, oui, parce que Mando en même temps, ils appellent des bons réals, quoi. Enfin, je veux dire, tu sais, quand t'as Mandalorian a quand même eu Dave Filoni, Jon Favreau, Bryce Dallas Howard, Peyton Reed, Taika Waititi, enfin... On voit quand même la différence. Là, on a Deborah Shaw qui sort de l'univers de la série télé, qui a fait 2-3 bribes à droite à gauche. Et derrière, on a Mandalorian qui appelle, et j'ai même pas compté Rodriguez, on a Mandalorian qui appelle des Taika Waititi. Même Peyton Reed. Même Peyton Reed. Ce qui me fait marrer, moi, c'est tous les gens dans Mandalorian qui disaient que Peyton Reed, c'était un putain de yes man. Oh non, l'épisode 8 de Mandalorian saison 2, il est réalisé par Peyton Reed. Oh, c'est le mec qui a fait Ant-Man. Et les gars... Vous voulez vraiment qu'on compare ce qu'a fait Peyton Reed dans Mandalorian par rapport à tout ce qu'on a depuis Boba Fett? On serait pas tous d'accord pour se dire qu'on aurait peut-être préféré Peyton Reed là sur Kenobi avec la réflexion? Parce qu'excusez-moi, l'épisode 8 avec Luke Skywalker à la fin de Mando, il est très bon. Et l'épisode un peu hivernal où il y a des espèces d'araignées glaciaires là, quand Mando et Grogu ils sont dans une espèce de cavité, c'est très poétique, la musique est magnifique, on mise sur la poésie d'un instant avec Grogu, etc. Faut réussir à le filmer ça, mais à un moment donné, c'est Peyton Reed qui a fait ça. C'est pas Deborah Shaw, c'est Peyton Reed. Donc ouais, quand je vois des mecs qui disent Peyton Reed, oh non, putain, yes man, machin, bah, la prochaine fois que vous le verrez à la réal d'un épisode, vous vous direz, bon, si c'est de la merde, vous me direz Valou, nique ta mère, mais si c'est vachement bien, vous direz, bah ouais. Ah, mais sur la planète des glaces, la réal est dingue. Mais sur énormément d'épisodes du Mandalorian, de toute façon, la réal est folle. Donc oui, après, au niveau de la voix, pour revenir à ce que tu disais, Sisama, au niveau de la voix d'Aiden Christensen, sachant qu'ils ont repris Earl Jones, qui est la voix originale de Vador, bah moi je trouve ça normal. C'est normal de reprendre Earl Jones quand t'as commencé avec le quatrième, avec Earl Jones. Donc c'est logique. Maintenant, je voyais beaucoup de commentaires qui me disaient « Ouais, Valou !» Ça, je l'avais mis sur Twitter. Comment tu peux te réjouir que ce soit Hayden Christensen et puis de pas lucher dessus? Waouh, c'est même pas la voix de Dark Vador. En plus, il parle pas, on le voit pas, on s'en bat les couilles. Bah, alors moi, c'est peut-être très con, mais en fait, c'est l'idéologie qu'il y a derrière. Hayden Christensen, c'est un mec qui se fait chier dessus depuis La Revanche des Sith. Tout le monde a dit, alors tout le monde, peut-être pas vous, peut-être pas moi, enfin moi c'était pas le cas, mais la grande majorité des gens, trilogie originale-like ou à la presse disaient Hayden Christensen est un acteur lamentable, ça a été un Anakin lamentable, dans le 2 il est dégueulasse, dans le 3 il est pas mieux, alors dans le 2 je veux bien qu'il y ait des scènes qui soient pas dingues, mais dans le 3 moi je le trouve excellent Hayden Christensen. Derrière, carrière de merde. Le mec s'est fait déchirer à cause de son rôle d'Anakin, il a jamais réussi à manœuvrer le truc. Il a été, je crois, dans Medieval Pie, c'est pas terrible. Il a été dans Jumper, c'était l'occasion, il s'est fait enfler. Bah là, il revient. Le mec est ému, tu sens que ça le touche. Il est dans le costume de Vador, en tant que fan de Star Wars. Et là, je vous pose la question. En tant que fan de Star Wars, ben, je trouve ça 10 fois plus émouvant, même si je le vois pas, d'avoir Hayden dans le costume qu'un autre gars lambda. Voilà, c'est tout. Parce qu'en fait, c'est une belle revanche pour lui. Parce que, humainement parlant, je me dis,
Je suis content de voir qu'Aiden Christensen a récupéré un rôle qui lui plaît. Il a dit apparemment là qu'il était d'accord pour faire une série centrée sur Vador si ça devait se faire. Il reste 3 épisodes. Je pense qu'on le verra sans masque parce qu'il l'a dit aussi en interview qu'il fallait s'attendre à ce qu'on le voit sans masque pendant un joli paquet de temps dans la série. Donc moi j'attends vraiment ça avec impatience. Et le fait qu'il soit... Moi c'est ça qui me touche. Le fait de me dire ça y est on a Vador. Parce qu'il y a une différence entre avoir Vador et tu te dis, tu sais que c'est Anakin, mais c'est pas vraiment Anakin. Et là, savoir qu'à l'intérieur de ton costume, t'as Anakin, le vrai Anakin, celui avec lequel t'as grandi. Et ça, moi, je trouve ça cool. C'est dérisoire. Parce que c'est vrai que c'est pas lui qui parle, etc. Enfin, je veux dire, techniquement, il a pas grand-chose à faire. Il est là dans son costume, il regarde, il vient, il lève la main, ah, super, c'est pas lui qui parle. Mais derrière, voilà, humainement parlant, c'est un gars qui mérite. Comme Ewan McGregor, on sent que ça le parle. Tout le travail autour du trauma du personnage, notamment. Les difficultés de vivre avec ça. Les difficultés d'être dans l'acceptation qu'Anakin est encore vivant, que Dark Vador est toujours là, de le voir pour la première fois. Je trouve que c'est très bien joué de la part d'Ewan McGregor. Le problème, comme disait Ivan, et comme beaucoup, quasiment tout le monde l'a dit là, bah, les gars, putain, c'est ça, enfin, c'est ça votre grand face-à-face. J'espère qu'il y en aura un autre quand même, mais c'est ça votre premier retour? Si on part pas du principe que le 4e avait une phrase malheureuse du style... bah tiens, d'ailleurs, je vais vous demander. On se rencontre enfin, Obi-Wan. Hier, j'étais l'apprenti, aujourd'hui, je suis le maître des forces du mal, Vador, blablabla. Pour vous, le fait qu'il se retrouve, vous marquez dans le chat juste ces mots, grave ou pas grave? Parce que techniquement, dans Star Wars 4, jamais rien n'a dit que il s'était pas retrouvé depuis 20 ans. Voilà, il n'y a rien techniquement parlant qui a dit non, je ne l'ai jamais revu depuis que je l'ai tué. On est d'accord. Maintenant, c'est vrai que par rapport à cette phrase-là, c'est un peu incohérent. Mais est-ce grave ou est-ce pas grave? Voilà, je vois une majorité de pas grave. Pas grave car la VO dit autre chose. Pas grave, la fin dans les flammes était une bonne idée. Ça, c'est vrai. Donc voilà, par rapport à cette phrase malheureuse dans le 4e, alors en plus peut-être qu'elle avait été mal traduite, moi je trouve pas que ce soit forcément très grave, parce que rien n'indique finalement, malgré tout ce que peuvent dire les haters, alors parce que maintenant, attention, c'est-à-dire que nous on essaie au moins de faire preuve d'un peu de nuance. C'est vrai que moi je trouve que c'est largement en dessous des attentes, je trouve ça sympa sans plus. Je vous jure, quand je vois sur Twitter, c'est de la merde, ça pue la merde, Disney aux chiottes, pire série ever, c'est nul à chier, c'est honteux, c'est... il s'agirait de doser quand même. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il s'agirait de doser les faits, hein. Parce que c'est bien de dire qu'il y a des défauts, parce que ouais, il y en a des défauts, les courses-poursuites, elles sont pas bien, la réal, elle est pas bien, la photo, elle est pas bien, les décors sont pas ouf, machin, mais il y a quand même des idées intéressantes, et de temps en temps, il y a quelques idées de scénario bienvenues, et il y a quelques séquences bienvenues. Mais de là à dire, vas-y, ça pue la merde, nique sa daronne... Voilà, c'est tout des questions de nuances encore, hein. Ah, visuellement, c'est vrai que c'est pas terrible. Mise en scène, direction artistique, CGI, bref, sur la forme, ça a chier. Le concept aurait pu être cool, mais l'exécution est désastreuse. Ça, malheureusement, je suis à 80% d'accord. Pareil, j'irai pas jusqu'à dire que c'est à chier quand t'as au moins un plan séquence au début de l'épisode 1, voilà. Et puis, quand t'as le plan des flammes avec Vador, rien que ça, déjà, pour moi, ça sauve un petit peu le truc. Ça passe de c'est pas bon, enfin, on passe de c'est à chier à c'est pas bon. Je dirais que c'est pas bon. Je vais pas dire que c'est à chier pour parce que là, il y a quand même des trucs à sauver. Maintenant, c'est vrai que, voilà, il y a des idées hyper intéressantes. Il y a une structure narrative pertinente, il y a des choses où on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va aller. Maintenant, c'est vrai que c'est pas incroyable sur la forme, hein, loin de là. Hein. On retourne sur Mustafar. Putain, on retourne sur Mustafar. Ah bah c'est super. On retourne sur Mustafar pour voir un petit peu les Inquisiteurs. Ah. Spécial dédicace au grand inquisiteur hein, qui est en récupération. Il est toujours sur Dainu, il récupère. Là. On a appelé sa famille, il va bien. Hein. Mais on arrive sur Mustafar et puis après on arrive dans cette espèce d'immense tour là, des inquisiteurs. Putain, ça, là aussi... Voilà. Alors c'est cool hein, de revoir Vador. Mais alors déjà, putain, c'est tellement mal filmé. Oh, les cadrages. Oh, les cadrages. Oh là là, les cadrages.
Alors ça, c'est... Déjà, en termes de cadrage et de plan, c'est pas terrible. C'est pauvre, quoi. C'est pas sur Mustafar. Bah, il y a Mustafar au début, et puis il y a une autre planète avec la tour des Inquisiteurs. Ah non, j'ai pas dit que la tour était sur Mustafar. C'est deux planètes différentes. Je dis, on est sur Mustafar, et on est aussi après dans la tour des Inquisiteurs, qui je crois d'ailleurs est la planète de... J'ai peur de dire une connerie. Je crois que c'est la planète de Jedi Fallen Order. Il me semble. La planète de la grande tour des Inquisiteurs, il me semble que c'est la planète qu'on voit dans Jedi Fallen Order. Maintenant, voilà, il n'y a pas d'iconisation. Bah, c'est Nour, voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'iconisation. Ça manque d'éléments iconiques. Aurel m'avait dit au téléphone un truc qui est vrai. L'apparition de Vador, il n'y a pas de musique. Ou alors, il y a un truc, honnêtement, si vous vous en souvenez, n'hésitez pas à me la mimer. Hein, mais il n'y a pas de musique. Il n'y a pas la marche impériale. Il n'y a pas peut-être la musique, je sais pas moi, de la Revanche des Sith, où il y en a quelques-unes de vraiment puissantes qu'on aurait pu remettre à l'occasion. Il n'y a pas de musique. Alors, c'était bien dans... Ah oui, il y a une musique. Quand je dis il n'y a pas de musique, c'est qu'il n'y a pas de musique emblématique, il n'y a rien de marquant, quoi. Je veux dire, c'est ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Ouais, je m'en suis rendu compte, le mimé dans le chat, c'est chaud, ouais. Mais même le fredonner, de toute façon, c'était galère. De toute façon, je me rappelle plus. Mais voilà, c'est... Enfin, c'est le retour. Autant, tu vois, la première apparition de Vador, où il met où on le voit dans son caisson de Bacta, je suppose, à la fin de l'épisode 2. La scène est bien amenée. En termes de mise en scène, là, pour le coup, c'est iconique. Ok, c'est pas mal. Alors, j'irai pas jusqu'à dire, comme tous les gens sur Twitter, c'est la plus grande scène du cinéma. Bon, voilà. Mais au moins, ça avait quelque chose d'assez iconisant, quoi. Ça y est, Hayden Christensen est là. Les gars, la semaine prochaine, on n'est pas prêts. Là, maintenant, c'est mou, c'est très mou. Et ce qui est terrible, c'est que je vais pas aller à l'encontre de ce que j'ai dit sur Twitter. Les frissons, moi, de revoir Vador, en sachant que c'était Hayden Christensen, ou de revoir le fantôme d'Hayden Christensen dans sa cape de Jedi, où Evan McGregor regarde à l'horizon, il voit rien, et il se dit putain c'est lui, puis ensuite après il a disparu. Les frissons, parce que en fait, t'es impacté par cette histoire autour de Vador, t'es impacté par le duo Ewan McGregor, Anakin Skywalker. Donc t'as des frissons à l'idée de revoir ça. Mais après, avec le recul, bah les frissons, tu les as toujours, mais parce que c'est ton fanatisme qui parle, c'est pas la mise en scène. Et je trouve que franchement, hein, le combat final, il est pété, hein. À part le dernier plan. Effectivement, à part le dernier plan, à part le plan de fin qui est plutôt élégant, mais sinon derrière, je trouve pas ça fou, quoi. Voilà, c'est difficile pour une série comme Kenobi, quoi. C'est difficile. Après toutes les attentes qu'il y a eu, tout le merch qu'il y a eu, toutes les promos qu'il y a eu, toute la communication qui était bonne d'ailleurs, hein, parce qu'ils nous ont pas montré grand chose, mais d'un autre, bah, je crois, là, littéralement, on a tout vu maintenant. Parce qu'il y avait peut-être un ou deux plans qu'on n'avait pas vu quand Vador il marche, mais enfin, sinon, derrière, là, maintenant, on a tout vu, le reste, ce sera de la surprise. C'est faiblard. Et en termes de photographie, voilà, il n'y a pas de jeu, comme on disait, de direction artistique. Il n'y a pas de design particulier, il n'y a pas d'envie photographique particulière, ou alors c'est bâclé et brouillon. Je voyais le sabre comme le symbole du véritable retour du grand Obi-Wan. Bah ça aurait pu, mais d'un autre côté, il se fait rosser, et c'est normal parce qu'il l'a jamais pris. Là, je vais vous dire, toi t'as pris ça comme le symbole du véritable retour d'Obi-Wan. Moi, limite, je me suis dit, Obi-Wan, il est en mode, il faut que je m'éclaire. Bon, bah j'ai pas de lampe, je vais prendre mon sabre. Genre, mon sabre, je suis là, bah, je vais me défendre en cas de besoin. Et puis, dans le meilleur des cas, bah, comme il fait nuit, ça va m'éclairer pour que je trouve mon chemin. C'est vous dire le taux d'iconisation de la séquence, quand même. Parce que le sabre n'a aucune utilité. C'est pas iconisé. C'est pas manœuvré. C'est pas... c'est manqué. C'est manqué, voilà, c'est tout. C'est pas grave, mais c'est manqué. C'est manqué. On verra si par la suite il y a peut-être un petit peu mieux qui va arriver et j'espère au moins un combat iconique entre les deux. Il faudrait justifier l'idée que ça va être le plus dur. Parce que là, Vador est sur la trace d'Obi-Wan. Il faudrait justifier l'idée
qu'il va y avoir peut-être un combat entre les deux et qu'à un moment donné, Obi-Wan sera suffisamment en point de force pour qu'il se barre et que Vador, pendant 10 ans, ne le retrouve plus. Ça, c'est quelque chose à imaginer aussi. Là, on sait qu'ils vont peut-être se revoir. Ils se sont revus, ils vont sûrement se revoir. Mais j'espère qu'à la fin de la saison, on va apprendre qu'en fait, ils se reverront plus jamais. Ce qui serait, somme toute, le plus logique. Évidemment. Maintenant, comment amener ça? Comment amener une défaite de Vador qui n'ira même pas chercher Obi-Wan sur Tatooine parce qu'il l'aura complètement perdu? Clairement, l'arrivée de Vador dans le village aurait pu être sympa. Pareil, elle n'est pas iconisée non plus. Il y a une saison 2 à skip. Il y aura une saison 2 apparemment. Moi, j'ai envie de vous poser une question. La saison 2, là, vous pensez qu'elle était prévue ou vous pensez que c'est par rapport au retour mitigé qu'ils se sont dit bon, on a peut-être merdé? C'est une vraie question. Hein. On peut se poser la question de savoir si c'était prévu ou si là, ils se sont dit ok, bon... Alors moi, je pense que... J'ai du mal à imaginer que ce soit pas prévu, pour être honnête, parce que je me dis... Comment tu peux ne pas prévoir ça? Enfin, genre, tu peux pas ne pas prévoir une saison 2, sachant que la première sort. Enfin, faut avoir les idées, quoi. C'est Qui-Gon qui va défaire Vador en aidant Obi-Wan. C'est possible que Qui-Gon l'aide en utilisant la Force ou autre. Et puis, un truc qui serait intéressant, c'est Anakin est très, très attaché à Qui-Gon. Ce qui serait intéressant, c'est que Qui-Gon parle à Vador. Ça, je sais pas si c'est possible. Mais pendant un combat, par exemple, que Anakin ressente la puissance de Qui-Gon, l'appel de Qui-Gon, et qui rentre peut-être en communion avec, ça, ce serait intéressant pour les deux. Et merci Elias pour le don. Moi, perso, je voulais pas qu'il se voit tout court. C'était moins risqué, mais en termes de cohérence, c'était peut-être plus logique. Alors, en tout cas, on aurait été... on aurait peut-être été moins déçus que la première rencontre qu'on a eue, parce qu'on se serait dit bon, ok, c'est accurate vis-à-vis du 4ème, il n'y a pas eu la rencontre attendue, mais c'est pas grave parce que ça reste raccord. Donc non, je trouve que c'est compliqué. Alors après, t'as l'arrivée me semble-t-il, de la femme d'Oberyn Martell dans Game of Thrones, qui joue, je crois, l'agent impérial infiltré, qui va aider donc Leia et Obi-Wan. Osef sur 1000, hein. Alors, honnêtement, à part la petite référence à Quinlan Vos, Osef sur 1 million. Hein. C'est un personnage comme un autre qui, à ma vie, n'aura que peu d'intérêt dans la suite des événements. Donc, Reva trouve Leia. Ça, c'est quand même important pour la suite. On verra un petit peu ce qu'il en est. Et puis, on verra l'évolution de Reva, parce que c'est quand même aussi, moi, ça qui m'intéresse. C'est de se dire, bon... Là, pour le coup, Reva, elle a un point fondamental. On sait dans l'épisode 4 que Leia connaît Vador, puisqu'elle dit ah, Seigneur Vador, cette superficie ou cette supercherie, ou t'es un enculé. En gros, elle lui dit ça, porte bien votre marque, voilà, machin. Donc, elle le connaît. Est-ce que là, on aura droit, et alors ça, c'est une scène que j'aimerais voir, à une confrontation Vador-Leia? Ça pourrait être cool. La jeune Leia qui parle à son père sans savoir que c'est son père. Et cette Félodie porte bien votre marque, effectivement. Ouais, c'est des mots, je sais déjà pas ce que ça veut dire, donc je risque pas de les réutiliser. Mais je suis pas très malin. Hein. Donc du coup, on aurait peut-être cette scène-là qui serait intéressante, avec Reva qui obtiendrait le statut de grande inquisitrice. Parce que là, elle a quand même fait le métier, hein, je veux dire, c'est elle qui a retrouvé Obi-Wan, elle a récupéré Leia, elle sait qu'Obi-Wan va être obligé d'aller la chercher. Bon, ça peut être, je pense, intéressant de manœuvrer ça. Et il faudrait, maintenant, en fait, si honnêtement la réalisation ne gagne pas en qualité, il faudra vraiment à un moment donné que... comment dire, il faudra vraiment que ça monte en scénario, parce que si on peut se satisfaire que de ça... Mais voilà, je suis d'accord, Artelou, c'est à des années-lumière. C'est à des années-lumière de la qualité de la prélogie. C'est à des années-lumière de la qualité de la trilogie originale. C'est sympa. C'est sympatoche. C'est dur quand même de se dire qu'une série sur Kenobi, c'est sympatoche.
Le Grand Inquisiteur n'est pas mort, c'est confirmé dans le trailer de l'épisode 4. Ah, bah non, mais enfin peut-être qu'ils l'ont pas encore retrouvé. Elle va peut-être vouloir choper le spot et elle va peut-être l'être avant que le Grand Inquisiteur revienne d'un point de vue narratif. Ou alors il va revenir avant et dans ce cas-là, elle va devoir répondre de ses actions, ça va partir en couille. Et puis elle va devenir gentille parce que bah voilà lol. Parce que moi je le sens toujours gros comme une maison, hein, qu'elle va devenir gentille parce que voilà lol. Elle va parler à Leia, oh là là, vous imaginez si c'est ça. Elle va parler à Leia sur le chemin de l'allée. Et puis Leia va lui dire qu'elle voit du bon en elle. Et puis elle va lui dire, oh mais t'étais une ancienne Jedi, ça se voit. Et puis... il y a un trailer d'épisode 4. Bah, je sais pas, c'est ce qu'on me dit dans le chat. Moi, je l'ai pas vu, mais moi, j'ai tendance malheureusement à croire sur parole. Mais, mais voilà, dans tous les cas, que le Grand Inquisiteur revienne ou non, on a le risque que Leia lui dise « Mais tu devrais repasser du bon côté, mais ça se voit que t'es quelqu'un de bien, et quelqu'un qui, et quelqu'un... » Et puis au final, elle va être gentille. Et puis il y a un Grand Inquisiteur ou un Inquisiteur ou Vador qui va vouloir tuer la gamine. Et puis finalement, elle va s'interposer en disant « Non, c'est pas bien. » Enfin, il y a malheureusement la probabilité qu'on ait ça aussi. C'est pour ça que moi, Valou, scénariste chez Disney, ah bah j'espère pas, hein, putain, j'espère qu'ils ont des meilleures idées que ça, parce que là, je vous donne vraiment un truc de merde. Mais il y a malheureusement la probabilité, ouais, de Reva qu'elle puisse à un moment donné basculer du côté clair, chose qui serait pour moi pas très pertinente. Par contre, si elle reste du côté obscur, admettons qu'elle se débarrasse possiblement des inquisiteurs, qu'elle prenne un commandement et qu'elle bascule vraiment authentiquement dans la haine en devenant peut-être un sbire très proche de Vador, ça je préfère. Ça je préfère. Les sagas ultra-planétaires que sont Star Wars et le Seigneur des Anneaux ont perdu de leur superbe pour le Seigneur des Anneaux. Attendons septembre. Merci Gandalf pour le don. Joli pseudo, du coup, Seigneur des Anneaux. Bah, la différence avec le Seigneur des Anneaux, c'est que on avait gardé les mêmes mecs. C'est-à-dire qu'on a gardé, Peter Jackson. C'était différent parce que là où le Seigneur des Anneaux, Jackson, il avait fait une trilogie extraordinaire, il avait beaucoup moins de matière avec le Hobbit. C'était un conte pour enfants à la base. Donc il avait beaucoup moins de matière. Donc il a mis beaucoup de choses rajoutées. C'est vrai que malheureusement, les choses rajoutées, c'était pas terrible du tout. Maintenant, au moins pour le premier, comment il s'appelle déjà la grande aventure Lego, enfin je sais plus, un voyage inattendu je crois, le Hobbit le premier c'est un voyage inattendu, je me souviens plus le titre du premier, mais à part le premier du Hobbit et la moitié du deuxième jusqu'à la fin de la séquence des araignées que j'ai trouvé très bon, c'est vrai que la partie 2, était pas terrible du Hobbit, et puis là, le Hobbit 3 était ignoble, mais on avait gardé la même équipe, c'est-à-dire c'était un peu moins bon, mais il y avait des entre guillemets, des clés de compréhension dans l'idée. Les choses qui étaient rajoutées au script, les acteurs qui revenaient, etc., des manques de cohérence par moment, et puis l'idée de vouloir un petit peu tout raccorder autour d'un même truc. Donc, mais il y avait quand même des scènes impressionnantes. Je pense que le Seigneur des Anneaux, à l'heure actuelle, s'en sort mieux, quand même, largement. Il faudra voir ce que ça va donner la série, effectivement. Là, Star Wars... L'avantage, je vais vous dire un truc qui est très simple, hein. L'avantage qu'a le Seigneur des Anneaux, c'est qu'il n'a pas encore été gangréné. Et le mot est juste, un gangréné, comme la gangrène, quoi, un truc qui te chope et qui te monte au fur et à mesure, par l'oseille. C'est très important. L'appât du gain, l'oseille, le business et le buzz. Le Seigneur des Anneaux, jusque maintenant, a toujours eu des jeux vidéo qui étaient particulièrement intéressants. Hein, ça, il y en a quelques-uns. Et ça s'est réduit à des films. Là, c'est arrivé sur Amazon. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Star Wars, depuis que ça a été racheté par Disney, c'est devenu un business. Et l'artistique passe après le business. À part sur quelques bribes style Clone Wars où t'as Dave Filoni qui est là pour dire les mecs, ok, je veux bien que ça vous rapporte des thunes, mais à un moment donné, moi je fais pas ça pour rien. Ou Jon Favreau, qui sont des mecs là qui se disent, non, nous, tu niques ta mère, je sais plus qui là, Kevin Feige ou Catherine Kennedy ou tout ce que tu veux là, niquez vos darons. Nous, on veut faire des choses qui sont qualitatives, on va vous proposer des choses qualitatives et en plus ça va vous donner de l'argent. Le cinéma a toujours été une industrie. Tout le monde s'est toujours demandé si ça allait marcher. C'est un cinéma. Le cinéma, c'est de l'attraction à la base dans des fêtes foraines ou dans des choses similaires. Hein. C'était voilà, le cinéma d'attraction des premiers temps. Donc forcément, que l'appât du gain a été indéniable tout de suite. La différence, c'est de pas d'oublier l'attrait artistique qu'il y a derrière. L'attrait artistique, Dave Filoni l'a gardé. Mais maintenant, Star Wars, c'est
une série, un film, un truc animé, voilà, tous les 2-3 mois. Et à un moment donné, bah, quand tu deviens une machine à pognon, et Kevin Feige, ah mais je les mets tous dans le même panier, Marvel c'est pareil, Kevin Feige, Marvel et Kathleen Kennedy je pense pour l'ensemble, ou Star Wars ou je sais pas trop quoi, enfin dans tous les cas c'est racheté par Disney, c'est les hautes instances, moi il y en a que deux, hein. Enfin il y en a que trois qui m'intéressent dans l'univers de Star Wars actuellement, c'est Filoni, Favreau et Bryce Dallas Howard. C'est tout. Le reste, j'ai du mal avec cette idée, voilà, ce côté quantité, quantité, quantité. Et maintenant que Star Wars, alors qu'ils avaient pourtant appris de leurs erreurs avec Solo qui avait pas marché, est revenu un petit peu dans cette idéologie du bah on va vous proposer plein de trucs, forcément que ça ne peut pas avoir la même qualité. Et on en revient à ce que je disais au début du live. Ce n'est pas normal du tout que Kenobi en soit réduit à ça. Parce que je pense qu'ils n'ont pas pris conscience, et ça a été le meilleur démarrage d'ailleurs, il faut le savoir, hein, ça a été notifié dans la semaine, Kenobi est le meilleur démarrage de l'histoire de Disney+, sur une plateforme pour une série. Donc oui, tout le monde était au rendez-vous, et c'est ça qui est terrible, c'est que là on voit 3 épisodes où on se dit, c'est sympa sans plus. Et putain, une série comme Kenobi à aucun moment ne doit juste être sympa sans plus. Je suis désolé. Allez, merci encore Juju pour le don. Petit hors sujet, mais je trouve que Disney+, c'est pas où aller. On n'a aucune nouvelle des films, les séries, ça part dans tous les sens. Il y a que les jeux vidéo, j'ai l'impression qu'ils se divertissent ici comme il faut. Bah, c'est assez juste, hein, et c'est assez dans le sujet finalement. Parce que c'est vrai qu'ils diffusent plein de trucs. Moi, l'exemple le plus probant dans lequel tu seras sûrement d'accord et que j'ai en réserve, c'est toujours le film de Taika Waititi. On sait qu'il y aura le film de Taika Waititi Star Wars qui va sortir en 2023. Mais alors, on n'a pas de casting, on n'a pas d'histoire, on sait pas quand. On sait pas comment, ni avec quel budget, ni si le tournage a commencé. On sait rien. Ils ont déjà prévu la date alors qu'ils n'ont même pas mis en chantier le bordel. À moins qu'il y ait des choses qu'on ne sache pas. Auquel cas, c'est possible, ça se trouve, qu'on aura une surprise. Mais je veux dire, bon, comment tu peux imaginer qu'un film... Alors là, c'est Taika Waititi, on aura peut-être une bonne surprise. Mais comment tu veux imaginer au préalable qu'un film est bon si tu donnes déjà la date de sortie avant d'avoir placé ton truc? Ça peut marcher si tu t'appelles Jurassic World et que tu te laisses 4 ans. Ah bah ouais, bah c'est sûr que si t'es en 2015 et que tu dis Fallen Kingdom sortira le 10 juin 2018, ouais, bah ouais, t'as 3 ans, donc je suppose que t'as quand même le temps d'amplifier ton scénario. C'est sûr que si tu dis, bon bah on va vous sortir en 2022 Dominion, t'as 4 ans entre les deux. Donc forcément que t'es capable de le bosser. C'est pour ton œuvre, elle est là pour faire du cash, malheureusement les marques sont trop fortes et rien que sur leur nom, les gens regarderont. Ça c'est sûr. Jurassic World Dominion, j'y vais dimanche. Il y a plein d'avant-premières demain, donc moi demain à tous les réseaux sociaux, c'est au revoir messieurs dames. Mais j'y vais dimanche, moi en marathon. Je voulais le faire au Grand Rex, c'était un rêve de gosse. J'aurais pu aller au Projo Press qu'il y avait hier ou avant-hier, je sais plus, ou aujourd'hui, je sais plus. Mais comme j'ai eu ma place pour le Grand Rex bien avant, et que c'est un rêve pour moi d'aller au Grand Rex et de voir le marathon au Grand Rex, parce que j'avais vu le premier Jurassic World au Grand Rex, en plus la boucle est bouclée, donc j'ai décidé de privilégier cette séance. De toute façon, Jurassic World, c'est simple, j'ai déjà cette séance-là de prévue. Le mardi, je vais à la séance de 18 et 20h chez moi. Je vais voir avec ma mère ensuite à 14h le lendemain, et j'y vais le samedi à 21h avec des potes. Ce qui veut dire que certains d'entre vous n'auront même pas encore vu Jurassic World Dominion. Officiellement, il sera sorti depuis 3 jours. J'aurais déjà fait 5 séances. Et je ne regrette rien. Je vous le dis, je ne regrette rien. Et je ne vais rien regretter. Parce qu'après, ma vie s'effondre. Après, je n'ai plus rien. Alors, c'est ça qui est terrible. C'est que moi, c'est Jurassic. On verra à un moment donné si moi, je suis extrêmement déçu. Mais j'imagine les mecs qui attendaient Kenobi comme moi, j'attends Dominion. J'imagine, est-ce qu'il y a... Alors, parmi vous... Est-ce qu'il y a des immenses... Quand je dis immenses, c'est des mecs qui seraient au point de faire 10 vidéos sur Kenobi, théorie, lore, machin, etc. avant la sortie, comme moi j'ai fait avec Jurassic World par exemple. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont au moins aussi fans de ça, de Star Wars, et donc de Kenobi? Pour voir un petit peu votre ressenti et donner du coup votre ressenti sur Kenobi. Vous me dites, si jamais vous êtes considéré là-dedans, donnez-moi une note sur 20 de ce que vous voyez jusque maintenant. Tous ceux-là qui disent oui, vous me donnez une note sur 20 des 3 premiers épisodes. On sait pas, ce sera peut-être bien mieux par la suite, mais donnez-moi par curiosité des gens qui l'ont dans le sang, tu vois, au triple, genre le truc, genre putain, c'est dans vos boyaux, quoi, Kenobi. Donnez-moi une note.
Moi, pour l'instant, je donne 13. 12, 12, 13, 16, 14, 14, 12, 14, 13. Ça veut dire que voilà, même des gros fanzouz, c'est 12, 13. C'est mention assez bien. Voire 14, c'est mention bien. Il y a du 11 aussi, c'est sans mention, là, c'est un peu plus rude. Il y a du 8, il y a du 6. Ouais, bah alors là, après, là, c'est Anaclusmos, donc bon, c'est encore autre chose. Mais 15, parce qu'on a un clone. C'est vrai que oui, la présence d'un clone... D'ailleurs, j'avais vu quelque chose d'intéressant sur le clone, quand j'y ai repensé après, que le clone de la 501ème, c'est un peu la représentation d'Anakin qui a vrillé. On sait pas qui est ce clone, mais il fait partie de la 501ème, c'était l'escouade d'Anakin. Pour tous ceux qui ont regardé Clone Wars, on sait qu'Anakin n'aurait jamais laissé un de ses hommes derrière. Se dire non seulement qu'Anakin, donc, est devenu Vador, et que Vador a non seulement laissé des clones à l'abandon, a validé ça, a validé les Stormtroopers, mais a aussi validé les clones qui se font totalement humiliés, bazardés, déprogrammés, enfin vous comprenez ce que je veux dire, et qui deviennent sans abri comme ça montre vraiment qu'Anakin a disparu. Encore plus. C'est très abstrait, mais à travers ce gars-là de la 501ème, tu te dis, putain, c'est vrai que du coup, c'est encore plus dur de voir le changement entre Anakin et Vador. Anakin n'aurait jamais laissé un clone de côté, Vador, lui, il en a rien à foutre. Et ça montre vraiment le changement, en fait, brutal entre les deux. Sur le fait que Vador n'est pas Anakin Skywalker. Sur le fait que Obi-Wan n'a jamais menti à Luke. Pour moi, quand il dit que Vador a tué son père, oui, Vador a tué Anakin. Anakin s'est tué lui-même en devenant Vador. Anakin est mort au moment où The High Ground sur 20, elle est bien... Alors moi, je lui mets The High Ground sur 20. Je lui mets Hello There sur 20. Mais voilà, tu te dis, bon, bah, c'est autre chose. Et ça, c'est des choses que j'espère retrouver dans les prochains épisodes. Il en reste 3. Je veux dire, là, on fait un... Alors, on va tout de suite essayer de nuancer encore un peu, parce qu'on a dit des choses positives quand même. Hein. La séquence des flammes, quelques idées narratives, voilà. Je trouve que c'est très mou, il se passe pas grand-chose, mais il y a des choses intéressantes. Maintenant, il faut quand même remettre les trucs en nuance. Verre à moitié vide ou verre à moitié plein. Là, vraiment, on est là-dedans. Hein. On n'est qu'à la moitié de la saison. On peut avoir 3 épisodes stratosphériques. Mais putain, on est déjà à la moitié de la saison. Et il serait temps d'avoir des épisodes stratosphériques. Vous voyez la nuance entre les deux? Qui est infime entre moitié vide, moitié plein. Du coup, vide c'est là et plein c'est parce que sinon ça n'a aucun sens. Mais voilà, tu te dis... Et il y a des dialogues intéressants. Quand Obi-Wan lui dit... Obi-Wan, là pour le coup... Même moi, j'ai mis en pause l'épisode, j'ai dit « frère, t'abuses de ouf, franchement, arrête de faire genre. » Obi-Wan qui dit à Anakin « Regarde ce que tu es devenu. » Bon, en même temps, connard, tu m'as coupé 2 jambes. Tu m'as coupé un bras, tu m'as laissé cramer dans... Ah bah oui, forcément, oui, je suis moins fringant qu'à l'époque. Hein, là, oui, il faut des... Oui, bah, écoute, j'ai quelques séances de Bacta derrière moi. La chirurgie esthétique, c'est plus ce que c'était. Ah, tu te dis, ouais, Obi-Wan, bah forcément que tu lui dis ça. Bon, évidemment, derrière la blague, il y a le point de vue psychologique. Je regarde ce que t'es devenu. T'es devenu un monstre, t'es plus une machine qu'un homme, quand il disait dans l'épisode 4. Et puis, t'es devenu Seigneur Noir. Enfin, c'est sombre, hein, c'est assez douloureux. Ces phrases-là. Parce que ce que répond quand même Anakin est fort. Je suis ce que tu as fait de moi. Là, il parle de son physique. C'est pas Obi-Wan qui a... Comment dire c'est pas Obi-Wan qui a envoyé Anakin du côté obscur. Hein. Mais par contre, pour le costume, le truc, le machin, je suis ce que t'as fait de moi, ouais. Et dire que Anakin assume qu'il s'est quand même pris une méga branlée, sachant que le mec, 10 secondes avant, disait « C'est mal connaître mes nouveaux pouvoirs. Tu essaieras. » Il balance trop. Il parle trop, Anakin. Il parle trop. Obi-Wan, il parle pas. Il dit « Je ferai ce que j'ai à faire. » Et puis voilà, c'est bon. C'est terminé. Il n'y a rien à faire. Je te domine. Voilà, I have the high ground. Enfin, Obi-Wan, il est vraiment... Même à la fin, genre, j'en ai rien à foutre. Je te domine. Obi-Wan, t'as l'impression, il est à côté de son pote en ping-pong. Tu sais, il y a 12-8. Il sait que le dernier point, il est gagnant, puis il voit que le mec, tu vois, au service, il est sur le point de manœuvrer, puis t'as Obi-Wan au ping-pong qui lui sort. Mais gros, c'est bon, c'est terminé, je te domine, j'ai 4 balles de match, c'est terminé, c'est foutu. Mais l'autre, il est là, tu vois, il a vraiment envie de participer, quoi. Mais, Go Maison Blanche, j'ai perdu 20 balles. Ça marche pour Lucas. Bon, bah tant pis, du coup... je boirai à ta santé. Ça marche, ouais, bah de toute façon, nous, on tardera pas, hein, donc on se retrouve là-bas. Mais c'est une belle phrase.
La phrase d'Obi-Wan qui dit « Regarde ce que t'es devenu, je suis ce que tu as fait de moi », la phrase est bonne. Kenobi à Nadal. Alors, me parlez pas de Nadal. Non, faut pas me parler de Nadal aujourd'hui. Je suis encore en larmes. Moi, je vis pour Alexander Zverev. J'ai plus envie de parler de Roland Garros. J'en parlerai que demain parce qu'il y a la finale avec Goff et j'adore Coco Goff. Je suis un grand fan. Donc, let's go. Mais là, c'est encore trop tôt. Mes yeux pleurent encore mes yeux pleurent encore là de l'abandon de Zverev, quoi. Donc je peux pas. Nadal, je peux pas. C'est trop tôt. On en parlera plus tard. Déçu de ne pas voir un affrontement live action d'Obi-Wan versus le Wookiee de Boba Fett. Oh oui, alors là, je vois pas comment ils pourraient se rencontrer. Hein. Et puis alors, si c'est le même design éclaté... Parce que ça, c'est pareil. Au niveau des costumes, je trouve que c'est cheapos. Le costume de la nana impériale, là, je trouve qu'il est méga cheap. Hein. Honnêtement, c'est un costume de Comic-Con. Et on l'avait déjà dit sur Boba Fett et dans les premiers épisodes de Kenobi. Honnêtement, en termes de costume et de maquillage, ce n'est pas bon. C'est pas bon, hein. C'est pas bon du tout, hein. Donc, bon, si c'est pour avoir le même costume du Wookiee qu'il y avait dans Boba Fett, où globalement, bah, ça faisait enfin, ouais, voilà, ça faisait costume, bah, autant qu'on le laisse à la décharge. Hein. Bah, les Inquisiteurs aussi, bah, en même temps, les Inquisiteurs, t'as un mec, on dirait qu'il est sorti de Mortal Kombat, t'en as une autre, espèce génétiquement non identifiée, et puis t'as un mec du Tapao qui ressemble absolument pas à un gars du Tapao, et t'as Reva. Bon bah elle qui du coup, bah, elle est la seule qui a un petit peu la classe, puisque de toute façon elle est tranquille. Elle a pas de maquillage, elle, donc elle peut être que bien. Maintenant derrière, putain, ouais, je trouve que c'est vraiment pas ouf. Hein. Tu as un avis sur les 3 premiers épisodes de la saison 3 de The Boys? J'ai pas regardé, je regarderai que fin août. J'ai pas le temps là, entre tout le taf que j'ai à faire pour l'instant, j'ai pas eu le temps de regarder. Ça c'est comme Stranger Things et c'est comme Better Call Saul et le reste, j'en ai fait un point sur YouTube dans l'onglet communauté. Je regarderai que cet été, mais j'ai pas le temps jusque maintenant. Ça fait fan-film, ça fait fan-fiction, mais il y a eu des fan-fictions plus intéressantes que ça. Hein. Mortal Kombat, c'est raciste mais rigolo. Ah bah non, pas du tout, c'est juste qu'il a le design, on dirait un des mecs de Mortal Kombat. C'est pas raciste du tout, c'est juste qu'il ressemble au look un petit peu avec le chapeau, machin, il a un peu le look d'un des mecs de Mortal Kombat. C'est pas juste parce qu'il est asiate, je veux dire, les asiates, on en a déjà eu. Bah oui, on a déjà eu dans Rogue One notamment, donc... Ah si, à chaque fois que tu vois un asiate, tu penses à Mortal Kombat, là oui, c'est plus compliqué. Entre les costumes cheap et le manque d'aliens. Ouais, le manque d'aliens aussi, le manque de créatures. On en avait vu une sur Dainu, mais c'était pas extraordinaire. Il est 21h50, on va faire encore 10 minutes. Si vous avez des questions à me poser sur des choses que j'aurais loupées dans l'épisode, parce que je vous ai dit, hein, j'ai été obligé de re-regarder certaines choses, parce que bah, globalement, j'avais oublié pas mal de trucs. J'en ai parlé, hein, des tensions entre les inquisiteurs quand on arrive sur la planète et c'est pas iconique pour un sou. C'est des guerres d'ego, ouais mais non ce sera moi, ouais mais non c'est moi, ouais mais tu verras ce sera moi, ouais bon c'est pas hyper intéressant mais... Bah c'est pas inintéressant Sacha, c'est pas mauvais, c'est sympa. C'est sympa sans plus. Et bah je trouve ça dommage moi que ce soit juste sympa sans plus. Star Wars et le Seigneur des Anneaux prennent tellement de place dans la pop culture que ça laisse très peu d'espace pour de nouvelles sagas de ce niveau. Merci Gandalf pour le don. Oh avec l'arrivée de Marvel quand même. On parle pas de saga. Alors, bah, techniquement, Le Seigneur des Anneaux, c'était un bouquin. Donc finalement, Marvel, c'est issu de comics, donc ça revient à peu près à la même chose. Marvel et DC, dans la pop culture, c'est quand même immense. Pour moi, il y a vraiment le trust, c'est Star Wars, Marvel, DC. Après, t'as Le Seigneur des Anneaux. Après, encore après en dessous, je dirais que tu peux avoir Alien, Jurassic Park, des sagas comme ça. C'est vrai qu'à un moment donné, aujourd'hui, Star Wars a un trust énorme. Star Wars, c'est devenu vraiment un trust monumental. Monumental. Pour moi, Star Wars, c'est en dessous de Marvel, au-dessus de DC même. Alors, largement au-dessus de DC. McGregor n'a pas pris une ride en 20 ans. McGregor a bien vieilli, ouais. Ewan McGregor vieillit mieux que Conor McGregor. Le mec qui peut pas s'en empêcher. Ewan McGregor vieillit mieux que Conor McGregor, hein, qui perd combat sur combat, pauvre malheureux, mais il est mignon avec sa petite gamine. Donc, il a sa Leia, lui, donc ça compense. Mais c'est vrai que du coup... Et Harry Potter. Ah, Harry Potter aussi, ouais. Ouais, Harry Potter aussi, bah, avec les Potterheads. En fait, Harry Potter, c'est que t'as une dynastie Potterhead, j'allais dire Powerhead. T'as une dynastie Potterhead qui est énorme.
Genre Harry Potter, c'est toujours systématiquement les mêmes fans. Mais alors, il y en a pas des anciens, il y en a pas des nouveaux, c'est toujours les mêmes. Mais ils sont là depuis le début, ils seront là jusqu'à leur mort. Tu vois. Les Potterheads, c'est vraiment, leur vie, c'est Harry Potter. Peut-être, je pense que les fans d'Harry Potter sont les fans les plus hardcore de tous. Je pense. Vraiment. Hein. Il y en a beaucoup, mais vraiment, les fans d'Harry Potter, je pense que c'est les fans les plus les plus attachés au truc. Et pas spécialement toxiques. C'est relativement friendly, les fans d'Harry Potter, ouais. Au contraire, des fans Marvel ou des fans Star Wars ou des fans Game of Thrones. Oula, oh la vache. Il y a des nouveaux fans. Oh, ça reste globalement autour plus ou moins des mêmes. Oui, il peut y en avoir des nouveaux, évidemment, mais ça reste la même... Enfin, c'est une communauté très soudée, c'est ça que je veux dire. Le lore de Star Wars et de Lord of the Rings comparé à Harry Potter. Ah bah largement, ouais. Oui, largement, sans problème. Les fans du Seigneur des Anneaux sont des grands malades. Ah, ça, je sais pas, ça. Je sais pas. Des fans hardcore fanatiques du Seigneur des Anneaux, j'en ai pas connu, donc... Jurassic Park avec Jurassic World, Harry Potter avec les animaux fantastiques. Alors, merci de pas comparer Jurassic World aux animaux fantastiques. S'il vous plaît. C'est... voilà. The Walking Dead, ça reste les meilleurs. Ah ouais, alors oui, il y a des fans de Walking Dead aussi. Alors désolé si certains parmi vous sont des fans ou d'ex-fans de Walking Dead, qui êtes entre guillemets des gens normaux, mais la pire communauté toxique, teubée, volontairement teubée d'ailleurs, hein, c'est franchement, on vole pas haut en termes de QI, c'est Walking Dead. Hein. Je parle pas pour tout le monde, je parle pour la très grande majorité des gens qui continuent de regarder aujourd'hui. C'est des gens globalement, alors déjà qui n'ont aucune tolérance, qui sont cons comme des meules, hein, il faut pas se mentir, et puis qui, voilà, c'est leur série, c'est ça, si tu dis pas, si t'aimes pas, c'est de la merde, c'est Hanounesque aujourd'hui Walking Dead, c'est si t'aimes pas, n'en dégoûte pas les autres, hein, surtout. Parce que nous on adore, hein, parce que Walking Dead c'est toujours trop bien, hein. En fait c'est toi, t'as rien compris, hein. Mais c'est pour ça que je me suis barré aussi, la commu Walking Dead, elle est désagréable à crever, hein. Alors pas tous, évidemment pas tous. Il y a des tas de gens bien dans la commu encore Walking Dead, j'espère, et il y a des tas de gens bien qui ont arrêté parce qu'ils ont un peu de bon sens, Walking Dead, mais qui aimaient bien avant. Mais non, la commu Walking Dead, pour être véné, pour m'être énervé de nombreuses fois avec, c'est terrible. Hein. C'est blindé de tocards. C'est terrible, mais bon, après, c'est... En même temps, je vais vous dire, c'est... Comment c'est même pas de leur faute. C'est-à-dire qu'ils bouffent un truc qui est ignoble. Donc, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils sont tellement attachés à quelque chose qui était grandiose qu'ils ont continué à être attachés à un truc qui est médiocre et ils acceptent le médiocre et ils adorent le médiocre et du coup bah ils ont toujours cet amour-là qui est constant mais malheureusement derrière tu te rends compte que bah ils sont devenus au moins aussi cons que le scénario qu'ils regardent quoi. Ah, mais encore une fois, pas tous. Hein. Moi, je parle pour ceux qui foutent le bordel, qui sont très insultants, très rageux, très agressifs. C'est si t'aimes pas, n'en écoute pas les autres. Ah, mais t'as rien compris. Non, mais t'as tort. Mais ceci, mais voilà, mais t'es un con. Mais de toute façon, vos avis, c'est de la merde. Mais vous devriez profiter sans vous prendre la tête. Déjà, ça, c'est au niveau des arguments, ça vole haut. Ouais, non, la commu Walking Dead, elle est assez assassine. Hein. C'est vraiment bien. Vraiment bien dégradé. Maintenant, il y en a aussi il y a aussi probablement des gens très bien dans la saga dans Walking Dead qui continuent de regarder. Enfin, j'espère. Sinon, voilà. Et puis, il y en a beaucoup qui ont arrêté, surtout. J'ai arrêté à la moitié de la saison 11. Bah oui, t'as bien fait, moi aussi, ouais. T'as bien fait. Les fans de Naruto et One Piece. Alors, les fans des animés, j'ai jamais eu rien à faire contre eux, mais je regarde pas. Donc ça, je sais pas. Je peux pas vous dire. Tu feras une critique des Animaux Fantastiques 3. Non, j'en ai parlé rapidement sur YouTube, pareil, en commentaire épinglé. J'ai trouvé ça tellement chiant comme la pluie, j'ai tellement rien à dire, que je devais en faire un live, et j'ai même annulé mon live, je trouve que ça sert à rien, en fait, c'est un film qui n'a aucun intérêt. Enfin bon, là, du coup, on reste sur Kenobi quand même, parce que Walking Dead, j'ai mis suffisamment de temps à m'en barrer pour en reparler quand on parle de Star Wars. Mais est-ce qu'on a d'autres points Alors oui, si, il y a un dernier point que je voudrais soulever quand même. L'épisode est pas long. 6 minutes de générique de fin, 3 minutes d'intro. Ça veut dire que sur tes 46 ou 47 minutes promises, t'as déjà 9 minutes de moins. Donc t'arrives sur du 38 minutes. Bah, honnêtement, ça pareil, moi ça me choque et ça m'étonne. Me dire, vous faites une mini-série, alors même si maintenant il y a des rumeurs de saison 2, mais vous faites, c'est que ça reste une mini-série, ce sera peut-être une mini-série en plusieurs saisons, mais il y a que 6 épisodes, donc c'est très court.
Vous faites une mini-série ou une mini-saison avec seulement 6 épisodes et ça dure 38 minutes. Bah c'est pas énorme. Ah bah oui, parce que tu développes pas grand-chose. Mais d'un autre côté, Gore, que je vais te dire pareil, enfin, c'est le défaut de la qualité, mais vu le budget et vu la réalisation, est-ce que t'as vraiment envie d'un quart d'heure de plus? S'ils ont déjà pas le budget pour des épisodes qui durent que 38 minutes, imagine pour des épisodes d'1 heure. C'est ça aussi, hein, je veux dire, ils ont peut-être pas la thune, hein. Je sais pas. Ouais, voilà, peut-être qu'ils ont juste rien à dire aussi, tu vois. Ce qui est dramatique. Dans l'univers de Star Wars, avec Kenobi, c'est dramatique, mais... Et encore, on fera pas la mauvaise langue, moi je trouve qu'ils ont des choses à raconter. Je vais pas faire le mec. Alors qu'il y a 30 secondes, j'en disais du bien. Je trouve que c'est quand même une série qui a des choses intéressantes à raconter. J'irai même pas chercher le négatif là-dedans, pour le coup. Et merci Gandalf pour le don. Je n'arrive pas à mettre le MCU au niveau du Seigneur des Anneaux, Star Wars, Harry Potter, artistiquement parlant. Ah bah... Non, non, le MCU est à des années-lumière de la qualité du Seigneur des Anneaux, à des années-lumière de la qualité des meilleurs Star Wars, à des années-lumière de Harry Potter 3, c'est sûr. Maintenant, dans le MCU, il y a quelques films qui sont quand même percutants. Je veux dire, quand tu regardes aujourd'hui dans le MCU, quand tu regardes Iron Man 3, quand tu regardes Les Gardiens 1 et 2, quand tu regardes Avengers Infinity War, ou quand tu regardes même Les Éternels, des films dans ce style-là, bon, voilà, c'est quand même... je pense que c'est quand même le haut du panier. Ça reste des films de qualité. C'est pas au niveau du Seigneur des Anneaux, mais ça reste des films à un moment donné qui sont plutôt bons, voire très bons pour certains. Après, toujours les haineux et les rageux du MCU, mais je parle pas de toi en particulier, mais d'autres, hein, qui peuvent mettre tout dans le même panier. Moi, j'ai du mal à considérer qu'on puisse dire que Les Gardiens de la Galaxie n'est pas un mauvais film. Déjà, quand tu vois les références à Métal Hurlant, les trucs, les machins, c'est quand même lourd, hein. 5 films sur 30. Ah bah après... j'avais fait une tier list. Faudrait que tu ailles voir Gandalf à l'occasion. J'avais fait une tier list MCU. C'est vrai que globalement, je suis assez d'accord avec toi. Mais d'un autre côté, j'étais surpris de me dire qu'il y en avait un peu plus qui avait eu grâce à mes yeux. Il y a vraiment... Alors pour moi, dans les films que j'ai vraiment bien aimés, il y a eu Iron Man 1, Iron Man 3, Les Gardiens 1, Les Gardiens 2, Black Panther, Thor Ragnarok... Les Éternels, Avengers Infinity War. Avengers 1, je le trouve à chier, moi. Enfin, vraiment, je dois être le seul, enfin, je l'avais dit dans ma tier list que je me ferais des ennemis, hein, mais je le trouve lamentable, ce film. Et puis peut-être un ou deux autres, enfin voilà, tu vois, c'est vrai que c'est un tiers. Il y a un tiers des films qui sont bons, et dans le lot, tu peux trier sur ce qui est vraiment très bon et ce qui est sympathique. C'est vrai que c'est pas énorme. C'est pas énorme. Mais c'est déjà, c'est déjà ça, j'ai envie de te dire. Pour tous ceux qui trouvent que c'est nul à chier. Maintenant, effectivement, c'est loin du niveau du Seigneur des Anneaux. Alors là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec, les chefs-d'œuvre qu'ont fait Peter Jackson sur Le Retour du Roi ou Les Deux Tours. Même le premier est fantastique. T'avais pensé quoi au fait de Star Wars Vision? J'ai pas regardé, j'aime pas les animes. Donc ça m'intéresse pas. Iron Man 3 est très bon, mais le coup du mandarin m'a refroidi. Moi, je trouvais ça plutôt malin, moi. Ça prend le spectateur à contre-pied. Mais il est surtout très intelligent. Il est très bien écrit, Iron Man 3. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions sur Star Wars, je propose qu'on s'arrête là pour ce soir. On a fait 1h15, là. Ouais, on a fait une grosse heure et quart de live. J'ai envie de vous dire que il n'y a pas beaucoup plus de trucs à dire que ça. Est-ce que ce live vous a plu? Est-ce que vous l'avez trouvé intéressant? Est-ce que vous trouvez que les angles d'attaque que je prends quand je parle de Star Wars sont intéressants? Pour voir, hein, parce que là on était encore, alors il y a la France qui joue, il y a Roland Garros, c'est vendredi soir, donc globalement je me doute qu'on serait pas beaucoup, mais on était quand même à peu près 250 de moyenne, donc c'est plutôt cool, surtout que l'épisode n'était pas extraordinaire et qu'on le fait 2 jours après. La semaine prochaine ce sera vendredi aussi, hein, je le ferai pas le mercredi, je continuerai de le faire le vendredi. Je pense même que c'est mieux de le faire le vendredi, je vais vous dire pourquoi, parce qu'au moins je suis sûr que la majorité des gens ont vu l'épisode, donc je pense pouvoir vous garantir que le mercredi on le fera pas, on le fera le vendredi, parce que si c'est pour le faire le soir même et ne pas avoir de recul et le faire juste histoire de le refaire et raconter de la merde, ça sert à rien. Et puis si c'est pour qu'en plus il y ait plein de gens qui n'aient pas eu le temps de voir l'épisode, bah c'est ouf. Enfin c'est pas ouf justement. Donc je préfère le faire le vendredi. Donc on va se caser maintenant le vendredi, ce sera le live Obi-Wan. Et coucou du Québec, ça fait plaisir. Coucou de Royan, Charente-Maritime, c'est nettement moins ouf, on fait ce qu'on peut. Mais j'espère que le Québec va bien.
Je sais pas quelle heure il est là-bas, il doit être 22 h, il doit être 16 h à peu près dans ces eaux-là. Mais voilà, en tout cas, moi, ces lives me plaisent bien. On a des trames qui nous emmènent un petit peu à droite à gauche. On fait pas simplement un. Ah, 16 h, putain, je suis bon en National Geographic. J'essaie de vraiment pas vous dire, alors ça commence avec ça, puis avec ça, puis avec ça. On va vraiment dans certains axes que je trouve des axes un peu plus. Comment dire, des axes de réflexion, quoi. Donc j'espère que ça vous plaît. Je suis d'accord avec la mania, c'est vrai que pour l'instant il n'y a pas grand chose à raconter, quoi. La dernière fois ça avait duré 2 h 30, mais il y avait 2 épisodes. Voilà, j'espère que ça va continuer à augmenter un peu parce que pour le coup celui-là était mou, il se passait pas grand chose à part sur la fin. Des qualités, pas mal de défauts, des bords à chaud, parce que ça va devenir notre nouvelle Angela Kang de la réalisation, j'en sais rien, mais ça risque d'être compliqué. Voilà, on attend que ça reste un petit peu plus percutant maintenant. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup pour les dons de ce soir, encore une fois, très généreux. Et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Le prochain live, c'est lundi sur Twitch pour Life is Strange, puisque à partir de demain, je suis à Paris. Donc on se revoit lundi sur YouTube. Pour ceux qui sont intéressés sur YouTube, on se revoit mercredi soir, parce que mercredi, je fais les 7 ans de ma chaîne YouTube, donc il y aura plein de trucs intéressants. Et après, donc évidemment, vendredi pour mon live Kenobi, il y aura plein de choses hyper cool la semaine prochaine. Le mois de juin s'annonce dantesque. Bisous à tous.